Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la correction du sujet de brevet de centre étranger du 17 juin 2025. Donc on commence tout de suite par ce joli brevet qui était constitué de 5 exercices, donc c'est devenu la tradition. Donc le premier exercice, qu'est-ce qu'on vous disait? C'était de nouveau un QCM comme pour celui d'Asie-Pacifique. On vous disait pour chaque question, 4 réponses sont proposées. Une seule réponse est exacte. Recopiez sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée, donc ça c'est important. Donc vous pouvez travailler tranquillement au brouillon et simplement après mettre votre réponse. Question 1. La décomposition en produit de facteur premier 220 est. Alors vous aviez 4 propositions. Si on regarde rapidement la proposition A, on peut l'éliminer. Pourquoi? Puisque dans la décomposition qui est donnée, vous avez 4 qui n'est pas un nombre premier. La réponse B, on l'élimine aussi, puisque 15 n'est pas un nombre premier. Il nous reste la C et la D. Si on regarde bien, réponse C, 2 au cube fois 3 fois 5. On n'a que des facteurs premiers. Alors que dans la réponse D, on vous propose 53 plus 67. Donc on n'a pas du tout un produit. On marquera donc question 1, réponse C. Question 2, dans la cellule A2, qui est ici, la formule égale moins 4 fois A1 moins 12 a été saisie. On l'étire jusqu'à la cellule B2. La valeur obtenue dans la cellule B2 est, donc ici ça va faire quoi? Ça va faire moins 4 fois le nombre qui est au-dessus, moins 12. Donc le nombre qui est au-dessus, c'est quoi? C'est 5. Donc si on fait moins 4 fois 5, moins 4 fois 5, ça fait moins 20, moins 20, moins 12, ça fera moins 32. Je rappelle le calcul, on a fait moins 4 fois 5, moins 12, moins 20, moins 12, ça nous donne moins 32. Donc vous n'aviez aucune explication à donner, il vous suffisait de répondre. Question 2. Réponse A. À la question 3, on vous disait, sur la figure ci-contre, le rapport de l'homothétie qui transforme le carré A en le carré B est moins 2, moins 0,5, 0,5 et 2. Alors première chose, on voit que nos deux figures, elles sont du même côté du centre O. Donc ça veut dire que le rapport d'homothétie est positif. On voit également que la figure B, c'est un agrandissement de la figure A. Donc on cherche un rapport qui est plus grand que 1. Si on regarde bien dans nos propositions, un nombre positif qui est plus grand que 1, on a uniquement la réponse D. Et on voit bien, regardez, que les longueurs, elles ont bien doublé. Donc on a bien une homothétie de centre O et de rapport 2. Donc, question 3. Réponse D. Question 4, une écriture factorisée de 4x au carré moins 1 est. Alors, est-ce que c'est la réponse A? Est-ce que c'est la réponse B? Est-ce que c'est la réponse C? Est-ce que la réponse D? Donc, deux manières d'aborder cette question. Soit vous développez toutes les expressions qui sont proposées. Vous voyez s'il y en a une qui correspond à 4x au carré moins 1. Sinon, vous partez directement de 4x au carré moins 1 et vous dites comment je peux factoriser cette expression. D'accord? Alors vous dites, est-ce qu'il y a un facteur commun? Je regarde 4x au carré et 1. À part la table de 1, on n'a rien en commun. Donc il nous reste une deuxième possibilité pour factoriser une expression, c'est d'utiliser la troisième identité remarquable, c'est-à-dire a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Ici, on a 4x au carré qui est bien le carré de 2x. Et vous avez 1 qu'on peut écrire comme 1 au carré. Donc on a bien quelque chose qui est de la forme a carré moins b carré, qui se factorise en quoi? En 2x plus 1, facteur de 2x moins 1. Donc c'était quoi? C'était la réponse A, puisque 2x plus 1 facteur de 2x moins 1, c'est la même chose que 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Donc dans tous les cas, si vous étiez parti en essayant de développer les expressions, vous aviez de la chance, c'était la première qui était proposée. Et si vous aviez bien fait votre travail, vous retombiez sur l'expression attendue.
On dira donc question 4, réponse A. Pour finir, on vous disait dans le triangle TER qui est ici, ci-contre. Alors on voit que c'est un triangle rectangle. La mesure de la longueur RE, donc on cherche la longueur de ce segment qui est ici. Arrondi au centième de centimètre et... Alors comment je peux trouver la longueur de ce segment? Alors on est dans un triangle rectangle. Vous êtes tous tentés de dire je vais utiliser le théorème de Pythagore. Regardons bien, est-ce qu'on a suffisamment d'informations? Non, puisqu'on n'a qu'une seule longueur sur les trois. Donc on ne veut pas utiliser le théorème de Pythagore. Par contre, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît aussi la mesure d'un angle. Donc un problème de longueur dans un triangle rectangle où on connaît une autre longueur et la mesure d'un angle, on va être obligé de passer par la trigonométrie. Alors regardons bien. Notre angle il est ici, l'angle qu'on connaît. On connaît aussi la longueur de l'hypoténuse. Et on cherche quoi? On cherche la longueur de RE, qui est quoi par rapport à cet angle? Qui est la longueur du côté adjacent. Je cherche parmi mes relations trigonométriques celle qui met en lien un angle, la longueur de son côté adjacent et l'hypoténuse. Toi, c'est le cosinus. Donc j'écris quoi? Cosinus de quel angle? L'angle TER qui mesure combien? 39 degrés est égal à quoi? Côté adjacent, c'est ce qu'on cherche. On cherche RE sur TE qui mesure 7,4. Vous voyez que là, je passe certaines étapes puisqu'on n'a pas besoin de justifier. Là, je suis sur mon brouillon, je me marque juste l'essentiel pour faire mes calculs. On se souvient de la petite astuce cosinus de 39 degrés, je le mets sur 1. Et à l'aide du produit en croix, je sais quoi? Que 1 fois RE, c'est égal à 7,4 fois cosinus de 39. Donc si je cherche RE, je vais faire quoi? 7,4 fois cosinus de 39 divisé par 1. Alors le diviseur par 1, il ne sert pas à grand chose. Et donc on trouve quoi? RE 7,4 fois cosinus de 39. Je prends ma calculatrice et je trouve quoi? 5,75 et des poussières, ce qui correspond à la réponse B. Il vous suffisait donc d'écrire question 5, réponse B. On poursuit avec l'exercice 2. On vous disait l'entreprise Transport Rapide doit livrer 5 colis nommés A, B, C, D et E, ayant des masses différentes précisées dans le tableau ci-dessous. Donc on a le colis A qui fait 4 kg, le B 9 kg, le C 2 kg, le D 7 kg et le E 11 kg. Et on vous disait calculer la moyenne des masses des colis en kilogrammes. Donc là on a un calcul de moyenne simple. Il suffit de faire quoi? D'additionner les différentes valeurs et de diviser par le nombre de valeurs qui est 5. Donc on va faire 4 plus 9 plus 2 plus 7 plus 11. Le tout divisé par 5, ce qui nous donne 33 à diviser par 5. Donc attention, ceux qui ont l'habitude de poser les calculs en ligne, vous mettez bien la somme entre parenthèses. Sinon, vous faites bien 4 plus 9 plus 2 plus 7 plus 11 d'abord, et pour trouver 33, et vous divisez ensuite le résultat par 5. Donc 33 divisé par 5, ça nous fera quoi? Ça nous fera 6,6. Donc c'est des kilogrammes. Donc on va dire quoi? La moyenne des masses des colis est de 6,6 kilogrammes. Alors directement, la deuxième. Déterminer la médiane des masses des colis en kilogrammes, interpréter ce résultat. Alors très simplement, on a 5 valeurs. Il nous suffit de faire quoi pour trouver la médiane? De ranger nos données dans l'ordre croissant. Une fois que nos valeurs sont rangées, on regarde quoi? L'effectif total, il est comment? Il est impair, puisqu'on a 5 valeurs. La valeur médiane, c'est celle qui est en quoi? En troisième position. Donc tout simplement, on va dire quoi? Que la médiane des masses des colis, elle est de 7 kg. Et pour l'interpréter, on dira quoi? Que au moins 50% des colis ont une masse supérieure ou égale à 7 kg. Ou on aurait pu dire aussi que au moins 50% des colis ont une masse inférieure ou égale à 7 kg.
Donc voilà comment vous pouviez rédiger d'abord le rangement des valeurs et ensuite l'effectif total est impair avec 5, c'est 2 fois 2 plus 1, on fait 2 groupes de 2 et qui est toute seule, ben c'est la troisième valeur. Donc la médiane, c'est la troisième valeur de notre seuil ordonné, c'est-à-dire 7 kg. Et pour l'interpréter, on peut dire quoi? Au moins 50% des colis ont une masse inférieure ou égale à 7 kg. On pouvait l'interpréter aussi d'une autre manière en disant au moins 50% des colis ont une masse supérieure ou égale à 7 kg. Voilà pour cette deuxième question. Petit 3, le transporteur choisit au hasard un colis parmi les 5 A, B, C, D ou E pour une livraison express. Calculez la probabilité pour qu'il sélectionne un colis dont la masse est inférieure à 8 kg. Si on regarde bien dans notre tableau, on avait combien de colis qui ont une masse inférieure à 8 kg? 1, 2, 3. Donc on a 3 colis sur 5 qui ont une masse inférieure à 8 kg. Et donc la probabilité pour qu'il sélectionne un colis dont la masse est inférieure à 8 kg est 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes, on peut l'écrire aussi comme 0,6 ou 60%. Alors ensuite, on vous disait les colis ont tous la forme d'un pavé droit de longueur grand L, largeur petit l et de hauteur h, comme représenté ci-dessous. On vous donnait ensuite les dimensions des 5 colis. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous demander de calculer tous les volumes. On vous demandait simplement à la question 4a de commencer par exemple à calculer le volume du colis E et de vérifier que ce volume était bien de 0,12 m3. Alors on se souvient quoi? Que le volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc dans ce cas, on va faire quoi? Le volume du colis E, ça va être la longueur 0,5 m fois la largeur 0,4 m fois la hauteur 0,6 m. Si besoin, vous prenez votre calculatrice, sinon vous pouvez le faire de tête. 0,5 fois 0,4, ça fait 0,2. Et 0,2 fois 0,6, ça fait bien 0,12. Donc vous obtenez 0,12 mètres fois mètre fois mètre, ça fait bien des mètres cubes. On a bien montré ce qu'il fallait. En question 4b, on vous disait l'entreprise souhaite calculer la masse volumique d'un colis dont la formule est rappelée ci-dessous. Donc ils sont gentils, vous rappelez, masse volumique, la masse divisée par le volume. Alors la masse en kilogrammes, le volume on le voudra en mètres cubes. Montrez que la masse volumique du colis E arrondi au dixième est 91,7 kg par mètre cube. Voilà. Et vous aviez la formule qui était rappelée. Donc on a vu tout à l'heure que le volume du colis E c'était 0,12 mètres cubes. Je vous ai remis le tableau du départ. On nous rappelle que le colis E, il pesait combien? Il pesait 11 kg. Donc il suffit que j'applique ma formule. Masse en kilogrammes divisé par le volume en mètres cubes. Donc 11 kg divisé par 0,12 mètres cubes, ça va nous donner quoi si on fait ça à la calculatrice? On tombe sur du 91,66666, etc. Donc ça nous donne bien environ 91,7 kg par mètre cube. Vous voyez, vous retrouvez vos unités. Les kilogrammes divisés par des mètres cubes, ça donne des kilogrammes par mètre cube. Et vous aviez terminé cette question. On n'oublie pas la petite conclusion et on passe à la question suivante. Le transporteur affirme le colis E est plus lourd que le colis C, donc la masse volumique du colis E est plus grande que celle du colis C. A-t-il raison? Alors, tout simplement,
on va pouvoir montrer si cette affirmation est vraie ou fausse simplement en comparant les deux masses volumiques. On l'a fait pour le colis E, on peut très bien le faire pour le colis C. Mais attention, dire que puisque la masse du colis E est plus lourde que celle du colis C, automatiquement la masse volumique du colis E est plus grande que celle du colis C, c'est pas automatique parce qu'attention, on a besoin des masses, mais on a aussi besoin des volumes des colis pour calculer les masses volumiques. Alors c'est ce qu'on va vérifier. Je vous rappelle qu'on avait quoi? Que la masse volumique, alors, je peux noter comme ça, en abrégé, masse volumique du colis E, ça va être 91,7 kg par mètre cube. Maintenant, si je calcule celle du colis C, pour le colis C, le volume du colis C, ça va être quoi? Il nous suffit de reprendre les informations précédentes. On avait quoi pour le colis C? On avait 0,3 en longueur, 0,1 en largeur et 0,5 en hauteur. On va donc calculer 0,3 mètres fois 0,1 mètre fois 0,5 mètres. On tombe sur 0,015 mètres cubes. On peut ainsi calculer la masse volumique du colis C en faisant quoi? La masse du colis C qui est de 2 kg divisé par le volume qui est de 0,015 mètres cubes et on trouve environ 133,34 kg par mètre cube. J'ai choisi de garder deux chiffres après la virgule comme tout à l'heure. Si on compare la masse du colis E, elle était plus grande que la masse du colis C. Par contre, la masse volumique du colis C est plus grande que la masse du colis E. Donc les choses se sont inversées. Donc est-ce que le transporteur avait raison? Non. On conclut ainsi, si la masse du colis E est bien supérieure à la masse du colis C, puisqu'on avait 11 kg pour le E et 2 kg seulement pour le C, on observe quoi? Que la masse volumique du E, elle est bien inférieure à la masse volumique du C. Donc le transporteur, quand il disait puisque la masse elle est supérieure, la masse volumique elle sera forcément supérieure, il avait tort. L'exercice 3 proposé était un exercice avec un programme de calcul qui est le suivant: choisir un nombre, multiplier le nombre choisi par moins 2, ajouter 4 au résultat et multiplier le résultat obtenu par 4. Alors on vous disait, montrer que si l'on choisit 1 comme nombre de départ dans le programme, le résultat obtenu est 8. Donc regardez, vous prenez 1, première étape. Ensuite, multipliez le nombre choisi par moins 2. 1 fois moins 2, ce qui nous donne moins 2. Ajoutez 4 au résultat, vous faites moins 2 plus 4, ça nous fait 2. Multipliez le résultat obtenu par 4, on fait 2 fois 4, et ça donne 8. Donc si on prend 1 comme nombre de départ, on obtient bien 8. On poursuit. Quel est le résultat si le nombre de départ est moins 2? Alors on recommence, mais avec moins 2. J'ai moins 2 au départ, je le multiplie par moins 2, moins 2 fois moins 2, le carré de moins 2, ça nous donne 4. J'ajoute 4 au résultat, 4 plus 4, ça fait 8. Je multiplie le résultat obtenu par 4, 8 fois 4, ça nous fait 32. Donc si le nombre de départ est moins 2, on obtient 32. À la question 3, on vous disait, si on note x, le nombre de départ, montrez que le résultat peut s'écrire moins 8x plus 16. Donc regardez, toujours pareil, je peux aller tranquillement étape par étape. Mon nombre de départ, c'est x. Je le multiplie par moins 2, je fais x fois moins 2, qui s'écrit simplement moins 2x. Ensuite, vous ajoutez 4 au résultat, ça donne quoi? Moins 2x, vous ajoutez 4, ça donne moins 2x plus 4. Et on termine, dernière étape, multiplier le résultat obtenu par 4. Attention, c'est tout ça que je veux multiplier par 4. C'est le résultat
de l'addition, de moins 2x avec 4. Donc l'addition doit être prioritaire avant la multiplication par 4. Donc on pense à mettre quoi? On pense bien à mettre les parenthèses. 4 fois, entre parenthèses, moins 2x plus 4. Et comment, de cette expression-là, je peux obtenir moins 8x plus 16? Vous voyez que les parenthèses, elles ont disparu. Comment je peux faire disparaître des parenthèses qui sont précédées d'un facteur? Je vais distribuer mon facteur 4. Je vais développer l'expression. Je fais quoi? Je distribue mon 4 avec moins 2x avec plus 4. J'obtiens quoi? Alors, plus par moins. Moins 4 fois 2x. Ici, 4 et 4, j'ai 2 positifs. Donc, ça reste positif. 4 fois 4. Et si je simplifie mes produits, 4 fois 2x, ça donne bien 8x. Donc, on avait moins 8x plus 4 fois 4, 16. Donc, on a bien trouvé ce qui était attendu. On va voir que ce résultat, il va nous être utile dans la suite de l'exercice. Résoudre l'équation moins 8x plus 16 égale à 4. Vous connaissez le moins 8x plus 16 qu'on vient de voir, qui était le résultat du programme de calcul lorsqu'on choisit x. Et on veut savoir pour quelle valeur de x, moins 8x plus 16 égale à 4. Donc, attention, je veux garder mes x dans le membre de gauche. Je fais disparaître plus 16. Qu'est-ce que je vais faire? Moins 16 à gauche, moins 16 à droite. Ça nous donne moins 8x. Alors, si je détaille tout, plus 16, moins 16, je soustrais 16 dans le membre de gauche. Je vais soustraire 16 aussi dans le membre de droite. Donc, regardez, j'obtiens bien moins 8x égale à 4 moins 16, ça nous fait moins 12. Moins 8x, c'est x qui a été multiplié par moins 8. Moi, si maintenant je veux retrouver la valeur de 1x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser mon membre de gauche par moins 8. Et si je divise mon membre de gauche par moins 8, je fais la même chose dans le membre de droite. Moins 12 divisé par moins 8, ce qui va me donner x égale à, alors moins par moins plus, qu'est-ce que c'est 12? C'est 8 et la moitié de 8. Donc ça nous fera 1,5. Alors pas de souci, vous prenez votre calculatrice, vous faites 12 divisé par 8 et vous tomberez exactement sur le même résultat. Et on vous demandait en petit b de déduire le nombre de départs qu'il faut choisir pour obtenir 4 comme résultat. On vient de voir quoi? Que si on choisissait x égale à 1,5, moins 8x plus 16, qui était l'expression du résultat du programme de calcul, est égal à combien? Est égal à 4. On va dire simplement qu'il faut prendre 1,5 comme nombre de départ pour obtenir 4 comme résultat. En cinquième et dernière question de cet exercice 3, on vous disait, parmi les 3 représentations graphiques ci-dessous, quelle est celle qui représente la fonction f définie par f de x égale moins 8x plus 16 et expliquer la démarche. Alors on voit que sur les 3 représentations graphiques, on a 3 droites, ce qui est normal puisque la fonction f, regardez, elle est de la forme x donne ax plus b. Donc la fonction f, c'est quoi? C'est une fonction affine. Dans une fonction affine, vous avez 2 éléments importants à prendre en compte. C'est le coefficient a et le coefficient b. D'accord? Donc ici, qui joue le rôle du a? C'est moins 8. Donc moins 8, c'est notre coefficient directeur. Et plus 16, c'est notre coefficient b. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc on sait que toute droite qui représente une fonction affine, elle passe déjà par le point de coordonnées 0, b. C'est-à-dire que pour x égale 0, regardez, moins 8 fois 0, ça fait 0, plus 16, ça donne 16. Donc ici, la droite que l'on recherche, elle doit passer par le point de coordonnées 0, 16. Donc ce qui est le cas du graphique numéro 1 et ce qui est le cas du graphique numéro 3, mais pas du graphique numéro 2. Donc déjà, celui-là, on peut l'éliminer. Le deuxième élément important, je vous ai dit, c'est le coefficient directeur. Et ce coefficient directeur, il vaut combien? Il vaut moins 8. Donc il est négatif.
Et une droite qui a un coefficient directeur négatif, vous avez vu ça en classe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Si vous regardez bien le graphique numéro 1, qu'est-ce qu'elle fait la droite? Elle monte. Donc le seul cas dans ce qui reste où la droite elle descend, c'est la représentation graphique numéro 3. Et on peut même aller un petit peu plus loin dans la compréhension du coefficient directeur. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire moins 8 graphiquement? Ça veut dire que lorsque x augmente de 1, donc j'augmente de 1 sur les abscisses, f de x, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue de 8. Si je veux, je recommence. J'augmente encore x de 1 et f de x diminue de 8. D'accord? Ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc voilà pour cette ultime question de l'exercice 3. L'exercice 4 se présentait en deux parties bien indépendantes. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà pré-rédigé après la partie A. On va voir ça. Donc on vous disait quoi? Un agriculteur souhaite cultiver un champ représenté par le triangle ABC ci-contre. Sur la figure qui n'est pas à l'échelle, on a les informations suivantes. Le triangle ABC est rectangle en B. Vous voyez, vous avez le codage pour vous le rappeler. Les points C, E et A sont alignés. Les points C, D et B sont alignés. Puis on a des indications encore une fois sur les longueurs. Donc regardez, elles sont déjà reportées sur la figure. Alors juste avant de commencer, vous voyez, on vous a dit la figure n'est pas à l'échelle. Donc ça c'est quand même encore un élément qui est très important, puisque quand on va vous demander de montrer que certains segments ont telle ou telle longueur, il ne suffit pas de prendre sa règle et de dire « Ah tiens, j'ai mesuré 2,8 cm, ça correspond à 2,8 mètres ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc il faudra obligatoirement passer par des calculs. Alors regardez bien, partie A, étude géométrique du terrain. On vous demandait quoi pour commencer? Montrer que le segment AC, qui est ici, mesure 750 mètres. Si on regarde un petit peu ce qui était dit dans l'énoncé ou par les codages, on sait que ABC est un triangle rectangle en B. Et dans ce triangle rectangle, regardez, on connaît la longueur de AB, on connaît la longueur de BC. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la longueur AC? C'est utiliser le théorème de Pythagore. On va dire le triangle ABC est rectangle en B. On n'oublie jamais les conditions pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Le triangle est rectangle, donc on cite le théorème utilisé. Donc d'après le théorème de Pythagore, on repère l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est AC, le côté opposé à l'angle droit. AC au carré est toujours égal à, je pars du sommet de l'angle droit, BA au carré plus BC au carré. Une fois qu'on a fait ça, on remplace les longueurs connues qui sont BA et BC par leurs valeurs. Ça nous fait quoi? BA au carré, ça donne 600 au carré. BC au carré, ça donne 450 au carré. Avec votre calculatrice, vous trouvez quoi? Que 600 au carré, ça donne 360 000. 450 au carré, 202 500. Vous faites l'addition, vous obtenez 562 500. Le carré de la longueur AC, ça donne quoi? 562 500. Je cherche quel est le nombre positif qui multiplié par lui-même donne 562 500. Je fais quoi? Je fais la racine carrée de 562 500 et je tombe bien sur 750 mètres. Voilà pour cette question. On poursuit l'exercice 4 avec la question 2A, montrer que les droites ED et AB sont parallèles. Donc là, il ne sert à rien de partir dans quelque chose de très compliqué. Vous voyez que les droites ED et AB, elles sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite qui est BC. Donc vous avez vu en sixième que deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles. Donc il suffisait juste d'écrire. Je sais que les droites ED et AB sont perpendiculaires à BC. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Et vous aviez votre conclusion. Ensuite, on vous disait, montrer que le segment DE mesure 360 mètres. Alors ça, c'était la question 2B qui venait juste après avoir montré qu'ici, les deux droites étaient parallèles. Si vous vous souvenez un petit peu des consignes, au début, on vous disait quoi aussi? Que les points C, E et A, ainsi que les points C, D et B, étaient alignés. Donc ça, c'est un type d'énoncé que vous avez déjà vu dans l'année, particulièrement quand vous avez travaillé sur le théorème de Thalès. D'accord? Donc vous avez ici toutes les conditions pour utiliser le théorème de Thalès.
Maintenant, est-ce que je vais pouvoir l'appliquer? Est-ce que j'ai suffisamment après d'informations au niveau des longueurs pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès et trouver la longueur de DE? Si j'appliquais ici le théorème de Thalès à ces deux triangles qui sont bien en configuration triangle emboîté, ça donnerait quoi? CE sur CA. Malheureusement, je ne connais pas CE, donc ce rapport, donc malheureusement, ce quotient, il ne m'aiderait pas beaucoup. Par contre, je pourrais calculer le quotient CD sur CB puisque j'ai les deux longueurs. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est trouver ED. Or, le rapport avec ED, c'est quoi? C'est ED sur AB. Je cherche ED, je connais la longueur associée. Donc, là, je viens de voir que j'avais assez d'informations pour utiliser le théorème de Thalès et trouver la longueur manquante, puisque je connais la valeur de ce quotient, et pour ce quotient-là, je connais une valeur sur les deux. Je veux dire quoi? Les triangles CDE et CAB sont tels que les droites AE et BD sont séquentes en C. Vous pouvez dire simplement aussi que les points AEC et BDC sont alignés. Ensuite, on rappelle que les droites ED et AB sont parallèles. On a donc deux conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on peut écrire? CE sur CA égale CD sur CB égale ED sur AB. Une fois que j'ai écrit mon égalité avec les lettres, je remplace les longueurs connues par leur valeur. Ça me donne quoi? CE sur 750 égale 270 sur 450 égale DE sur 600. Donc moi, je vais utiliser ce quotient, où il y a les deux valeurs connues, et le quotient, où il y a la longueur que je cherche, avec la longueur qui est associée, qui est connue également. Je viens de trouver quoi? Que 270 divisé par 450, c'est égal à DE divisé par 600. La propriété du produit en croix, elle me dit quoi? Que 450 fois DE, c'est égal à 270 fois 600. J'en conclus donc que DE est égal à quoi? 270 fois 600 divisé par 450, ce qui me donne bien les 360 mètres attendus. Alors, la dernière question de la partie A a montré que l'aire du triangle CDE est 48 600 mètres carrés. Alors, on rappelle que le triangle CDE, c'est un triangle rectangle en D. On connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit. Donc, pour calculer l'aire de n'importe quel triangle, on fait quoi? Côté fois hauteur divisé par 2. Dans le cas d'un triangle rectangle, c'est facile. Vous prenez les deux côtés de l'angle droit et vous faites quoi? DE fois DC divisé par 2, c'est-à-dire 360 fois 270 divisé par 2, et vous retombez bien sur 48 600 mètres fois mètre. Ça nous fait bien des mètres au carré. Alors, dans cette partie B, on va étudier le prix d'un mélange de graines. On vous disait, l'agriculteur souhaite semer un mélange de graines qui est composé de blé, de seigle et de pois en respectant les indications suivantes. Donc, la première indication, c'était les prix au kilo pour chaque type de graines. Donc, on veut avoir un prix au kilo pour le blé qui est de 1,40 €, un prix au kilo pour le seigle qui est de 1,30 € et le prix au kilo pour le pois qui est de 2,10 €. Deuxième indication, pour une surface de 10 000 m², on veut utiliser 80 kg de blé, 60 kg de seigle et 50 kg de pois. Et la première question était la question suivante. Un vendeur lui propose des sacs contenant un mélange de blé, seigle et pois selon le ratio 16 pour 12 pour 8. Montrez que la composition de ce sac ne respecte pas l'indication numéro 2. Alors, comment on peut interpréter un ratio 16 pour 12 pour 8? Ça veut dire que, par exemple, pour 16 kg de blé dans ce sac, j'ai 12 kg de seigle et 8 kg de pois. Ou en doses équivalentes, 16 doses de blé pour 12 doses de seigle et 8 doses de pois. Alors, si on regarde avec l'exemple des kilos, c'est très bien. Ça veut dire que dans ce sac, il y a 16 kg de blé pour 8 kg de pois. Donc la quantité de blé est le double de la quantité de pois. Or, l'indication numéro 2 nous indique 80 kg de blé pour 50 kg de pois. 80, ce n'est pas le double de 50. Donc on voit que la préconisation qui est donnée ici, elle ne correspond pas du tout au dosage du sac. Voilà ainsi comment vous pouviez rédiger dans le sac la quantité de blé et le double de celle de pois. On rappelle le ratio 16 pour 8. Or, dans l'indication 2, il est noté 80 kg de blé pour 50 kg de pois. Et 80, ce n'est pas le double de 50.
La composition du sac ne respecte donc pas l'indication numéro 2. Alors on poursuit. L'agriculteur souhaite semer le mélange de graines sur la partie du champ représentée par le triangle CDE dont l'aire mesure 48 600 m². Il a calculé qu'il doit prévoir 388,80 kg de blé pour respecter la répartition indiquée dans l'énoncé. Justifier le calcul de l'agriculteur. Alors, nous, on sait que pour une surface de 10 000 m², on doit avoir combien de blé? On doit avoir 80 kg de blé. Donc, en proportion de quelle quantité de blé a-t-on besoin pour 48 600 m²? Donc, regardez, on peut établir un petit tableau de proportionnalité très simplement. Je sais que pour une surface de 10 000 m², j'ai besoin de 80 kg de blé. Donc, quelle est la quantité de blé pour une surface de 48 600 m²? La propriété du produit en croix, elle me dit quoi? Que 10 000 fois x, c'est égal à 80 fois 48 600. Et donc, je vais pouvoir en déduire la valeur x cherchée en faisant quoi? 80 fois 48 600 divisé par 10 000. Et je tombe bien sur 388,80, ce qui justifie le calcul de mon agriculteur. Pour finir cet exercice 4, on vous disait quoi? L'agriculteur dispose d'un budget de 1 500 € pour semer le mélange de graines sur la totalité des 48 600 m² de terrain. Il a calculé qu'il doit acheter 388,80 kg de blé, donc on retrouve le calcul précédent, 291,6 kg de seigle et 243 kg de poids pour respecter la répartition indiquée dans l'énoncé. Et on vous disait, avec 1 500 €, l'agriculteur dispose-t-il d'un budget suffisant? Alors, je vous ai rappelé le poids au kilogramme pour chacune des graines, hein, pour le blé, pour le seigle, pour le pois. Donc, vous avez la quantité demandée, vous connaissez le prix au kilo. On va faire quoi? On va faire 388,80 fois 1,40 € et on va trouver la dépense pour le blé. 291,6 fois 1,30 €, ça va nous donner la dépense pour le seigle. Et 243 fois 2,10 €, on aura la dépense pour le poids. Il suffira d'ajouter le montant des trois dépenses pour trouver la dépense totale et voir est-ce qu'on a assez ou pas avec 1 500 €. On conclura ainsi cet exercice 4 pour les dépenses de blé. 388,80 kg fois 1,40 € par kilogramme, ça nous donne 544,32 €. Pour le seigle, 291,6 kg fois 1,30 € par kilogramme, on a une dépense de 379,08 €. Pour le poids, 243 kg fois 2,10 € par kilogramme, on trouve un total de 510,30 €. On additionne les dépenses pour les différents types de graines et on trouve un total de 1 433,70 €, qui est bien inférieur à 1 500 €. Donc on conclura quoi? Que l'agriculteur, lui, doit dépenser 1 433,70 € avec un budget de 1 500 €. Il dispose donc d'un budget suffisant. Voilà pour l'exercice 4. On termine avec l'exercice 5 de ce sujet. Un digicode commande l'ouverture de la porte d'entrée de la maison de la grand-mère de Léna. Léna a oublié le code. Elle sait qu'il est composé d'une lettre A, B ou C, suivi d'un chiffre compris entre 0 et 9. Et on vous demandait, à la première question, de proposer deux codes différents que Léna peut tester. Alors, en premier, elle met une des trois lettres qui est donnée, soit A, soit B, soit C, et en deuxième, elle doit choisir un chiffre entre 0 et 9. Vous pouviez par exemple proposer A5, B8 ou C5, d'accord? Donc du moment que la lettre c'était A, B ou C, que derrière vous aviez un chiffre entre 0 et 9, vous aviez vos points. Voilà, attention, il fallait bien en donner deux. En deuxième question, vous demandez quelle est la probabilité que la grand-mère de Léna ait choisi la lettre C dans son code. Alors on a le choix entre trois lettres A, B ou C. Donc on aura quelle probabilité de tirer la lettre C? On aura une chance sur 3. Alors pour cette question, vous laissez dans tous les cas l'écriture fractionnaire, puisque 1 divisé par 3, si vous faites la division, elle ne se termine pas. Donc vous ne pouvez pas donner une écriture décimale précise. Vous ne pourriez donner qu'une valeur approchée. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande ici. En troisième question, on vous disait montrer que la probabilité que la grand-mère de Léna ait choisi le chiffre 7 dans son code est de 1/10. Pour répondre à cette question, on sait quoi? On sait qu'il y a 10 chiffres possibles
et donc qu'il y a un seul 7 parmi ces 10 chiffres. Donc on a une chance sur 10 de choisir le chiffre 7. On pouvait rédiger la réponse de la façon suivante. Il y a 10 chiffres possibles dont le 7. Il y a donc une chance sur 10 de choisir le 7. Et la probabilité que la grand-mère de Léna ait donc choisi le 7 est de 1 dixième. Alors, question 4. Léna se souvient que sa grand-mère, enseignante de mathématiques à la retraite, aime bien les nombres premiers. Quelle est la probabilité que le code choisi par sa grand-mère comporte un nombre premier? Alors, si on cherche bien, qu'est-ce qu'on a comme nombre premier entre 0 et 9? Il y a quoi? Il y a 0, non, 1, non, 2, oui, 3, 5 et 7. Il y a donc 4 nombres premiers sur les 10 possibilités. Alors, cinquième question, petit a. Léna décide de tester tous les codes possibles. Elle estime qu'il lui faut 5 secondes pour essayer un code. Réussira-t-elle à ouvrir la porte de la maison en moins de 3 minutes? Déjà, on a besoin de savoir combien il y a de codes possibles au total. Donc, on sait qu'on a le choix d'abord entre 3 lettres et après 10 chiffres. Donc, si on essaie de représenter notre expérience à l'aide d'un tableau à nous montrer, on sait que d'abord, on peut faire le choix entre 3 lettres qui sont soit A, soit B, soit C. Ensuite, chaque lettre va être associée avec un chiffre qui est entre 0 et 9. Alors, si je les représentais tous, j'aurais combien? J'aurais 10 colonnes. Ça me ferait combien de combinaisons possibles au total? 3 fois 10, ça me ferait 30 codes possibles, 30 combinaisons possibles. 3 fois 10, ça fait 30. Il y a 30 codes possibles. Maintenant, il faut 5 secondes à Léna pour essayer une combinaison. Si je fais 30 fois 5 secondes, ça nous fait 150 secondes. Alors, dans la division euclidienne par 60, on rentre 2 fois 60, 120. Donc, ça nous fait 2 minutes et 30 secondes, qui est bien inférieur à 3 minutes. On n'oublie pas de conclure. La question, je vous rappelle, c'était réussira-t-elle à ouvrir la porte de la maison en moins de 3 minutes? Donc on dit simplement, Léna réussira à ouvrir la porte de la maison en moins de 3 minutes. Alors en petit b, on vous disait, le format de ce code garantit-il la sécurité de la maison? Comment pourrait-on améliorer ce système de code? Alors pour le moment, si en moins de 3 minutes, on peut réussir à retrouver le bon code, la sécurité de la maison, elle n'est pas garantie. Alors comment on peut améliorer ce système de code? Ça va être tout simple, c'est essayer d'augmenter le nombre de codes possibles pour que ce soit difficile à la personne de le trouver. Alors pour ça, on peut faire quoi? On peut rajouter des lettres dans le code, on peut rajouter des chiffres, ou on peut rajouter aussi à la fois des lettres et des chiffres, peut-être les alterner. Selon comment vous allez les associer, ça va augmenter le nombre de possibilités et rendre plus difficile de trouver le code. On pouvait conclure de la façon suivante. Le format de ce code ne garantit pas la sécurité puisqu'il peut être trouvé rapidement. On pourrait l'améliorer en ajoutant des lettres et ou des chiffres et en jouant sur leur ordre pour augmenter le nombre de combinaisons. On finit rapidement ce sujet de brevet. La dernière question. Chaque fois qu'un utilisateur saisit un code, un programme lui annonce si le code est correct ou faux. Le programme utilisé est noté ci-dessous. Alors, comment fonctionne ce programme? Quand on le lance, il vous est demandé de saisir une lettre parmi A, B ou C. Votre réponse est enregistrée dans une variable qui s'appelle lettre saisie. Ensuite, on vous demande de saisir un nombre entre 0 et 9. Votre réponse est enregistrée dans une variable qui s'appelle chiffre saisi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a un bloc de conditions. Si la lettre saisie est égale à B et si le chiffre saisi est égal à 7, ce programme vous répond que votre code est correct. Sinon, on vous dit que le code est faux. Et on vous disait, Léna saisit le code B5 qu'affiche le programme. Donc par rapport à ce qui est noté, pour avoir code correct, il faut avoir saisi la lettre B et le chiffre 7. Donc là, si Léna met B5, elle aura faux. Code faux.
On termine avec la dernière question. D'après ce programme, quel est le code qui permet d'entrer dans l'immeuble de la grand-mère de Léna? On voit qu'il s'affiche code correct quand la lettre saisie est B et quand le chiffre saisi est 7. Donc le code qui est correct est B7. Cette correction de brevet de mathématiques de centre étranger du 17 juin 2025 est maintenant terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous permet d'avancer dans vos révisions. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je vous dis à bientôt.